Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va commencer par un ghosting. Voilà, vous savez quand vous êtes laissé en vue sur une messagerie, c'est ce qui vient d'arriver à Nvidia puisque c'est quasi officiel désormais. Le rachat de ARM par Nvidia a été annulé, même si Nvidia n'a toujours pas pris la parole. Eh bien, le Financial Times a décroché le poteau rose et a découvert que, SoftBank, la banque japonaise qui détient désormais ARM, a annoncé eux-mêmes que le deal ne passerait pas. Il était extrêmement scruté par tous les régulateurs, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, et ça ne passera pas. Du coup, SoftBank va tenter de faire passer ARM dans le marché public avec une introduction en bourse via une IPO. Et de son côté, comme je vous le disais dans une émission précédente, Nvidia vont eux devoir payer 1,25 milliard de dollars d'une forme d'amende de compensation pour ne pas avoir pu terminer les négociations engagées. Ces 1,25 milliard de dollars viennent s'ajouter aux 2 milliards de dollars qui avaient été déjà proposés par Nvidia de manière ferme pour débuter ces négociations. Donc voilà, un petit deal qui n'aura pas été au bout pour 3,25 milliards de dollars. C'est une mauvaise nouvelle pour Nvidia. Restera une petite bonne nouvelle que j'ai découverte dans tout le paquet d'infos et toute l'agitation autour de ce deal annulé. Eh bien, le PDG de ARM va quitter son poste. Simon Segars va le laisser à quelqu'un d'autre qui s'appelle René Haas, voilà, qui était déjà boss chez ARM, mais qui était l'ancien président et manager général des produits business de chez Nvidia. Donc d'une certaine manière, on peut le dire, Nvidia a pris la tête de ARM. Si ça peut les consoler, on leur donnera ça, ce sera pas mal. On va passer au smartphone et dans quelques semaines, Oppo va présenter son nouveau flagship. Ce sera le Find X5, il n'y a pas de Find X4, vous savez que c'est une superstition en Asie. On commence à voir son petit portrait robot et devinez quoi ? De la dalle AMOLED, du Snapdragon 8 Gen 1, un module photo en partenariat avec Hasselblad s'annonce extrêmement perfectionné et c'est même là qu'on va regarder le plus puisque si les caractéristiques de ce téléphone au design assez spécial s'annoncent comme le portrait robot du téléphone Android haut de gamme 2022, on attendra surtout sa nouvelle puce qui s'appelle Mari Silicon et qui, selon Oppo, devrait les mettre dans le très très haut du panier côté traitement d'image. On a hâte de voir ça. On n'a pas encore la date exacte, mais attendez-vous à quelque chose d'ici quelques semaines, ça va arriver très très vite. Revenons maintenant en France avec l'Internet, tout simplement. Bonne nouvelle pour les personnes qui ont des grosses difficultés à se connecter à Internet, même pas très haut débit, on va dire à débit suffisant. L'État va augmenter sa subvention et elle va passer de 150 à 300 euros, ce qui est une bonne nouvelle, parce que je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui toujours ce qu'on appelle une fracture numérique qui empêche des personnes, voire des territoires entiers, d'accéder à un Internet que l'on va dire suffisant. Et donc, ça devrait être mis en place au 1er avril. On reste dans l'Internet français avec Orange. L'opérateur historique va transitionner. Alors, ils ne vont pas passer à des moteurs électriques comme tous les constructeurs de voitures. Ils vont passer du cuivre à la fibre optique. Vous le savez, ça existe déjà depuis des années. Mais désormais, vu qu'elle est beaucoup plus performante et que ce n'est peut-être pas un matériau très recherché, Orange va accélérer sur ces 8 prochaines années sa transition pour passer au très haut débit et surtout abandonner le cuivre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Passons maintenant au GAFAM avec le départ, vous ne le connaissez peut-être pas, de Peter Thiel du board de Meta. Peter Thiel, c'est un milliardaire très connu. Il est connu pour avoir été un des premiers investisseurs de Facebook. Il est sur le board depuis 2005, il est aussi connu pour être un des investisseurs de la Silicon Valley Star, puisqu'il était aussi sur PayPal, extrêmement vocal sur ses vues politiques qui sont notamment pro-Trump, et justement pour se consacrer plus à la politique et notamment aux élections des midterms aux États-Unis, Peter Thiel a décidé du coup de quitter le board des investisseurs. Il va continuer toujours plus sa carrière en politique et c'est déjà un des plus gros donateurs du Parti républicain avec plus de 10 millions de dollars par an. Peter Thiel qui n'oublie pas quand même d'investir dans beaucoup de startups extrêmement rentables, notamment Palantir, et celle-ci aussi, Bold End, qui a réussi à exploiter une vulnérabilité de WhatsApp. Et je vous rappelle que Peter Thiel est connu pour des startups, on va dire, extrêmement sophistiquées, mais moralement, éthiquement, un peu plus border limite. En parlant de hacking, c'est Microsoft qui sonne l'alerte. Je vous rappelle qu'en ce moment, la situation est extrêmement tendue entre la Russie et l'Ukraine, et les services de sécurité de Microsoft ont enregistré une hausse assez drastique, une recrudescence de cyberattaques contre les forces de l'ordre et les autorités ukrainiennes, avec notamment des systèmes de phishing et autres pour infiltrer les forces ukrainiennes. Donc, c'est pas la première fois que Microsoft sonne l'alerte là-dessus et on imagine bien que même s'il n'y a pas encore eu d'invasion de l'Ukraine par la Russie, d'un point de vue Internet, il y a déjà des tentatives
d'invasion. On va rester en Europe et on va revenir ce coup-ci à Facebook. Hier, coup de tonnerre, eh bien, l'état-major de Meta menaçait de quitter l'Europe en se plaignant que les directives et les contraintes imposées par les régulateurs européens étaient beaucoup trop fortes pour qu'ils puissent opérer tranquillement. On parlait notamment eh bien, de sécurité des données qui transitent vers l'étranger, qui transitent vers les États-Unis, et de respect de certaines normes, de certains critères. Alors, c'est évidemment un coup de bluff qui a beaucoup fait sourire hier. Voilà, ils auront tenté chez Meta. Ils ont surtout réussi à faire un effet stressant puisqu'il y a un mouvement un peu spontané qui s'est créé qui était genre « Eh ben, s'ils quittent l'Europe, c'est génial ». Et donc, on a plutôt vu des gens se réjouir de voir Meta quitter l'Europe. Évidemment, on est revenu un petit peu là-dessus. Attention, Meta a un petit peu tempéré sa mise en garde en expliquant que oui, non, on va pas quitter l'Europe, puisqu'on vous le rappelle, notamment dans cet article de BFM, que l'Europe représente 25% du chiffre d'affaires de Meta. Donc c'était une tentative de coup de pression. On va dire que ça n'a pas marché. Voilà, bon, bien tenté Marc. Je pense que tu as d'autres trucs à gérer, notamment ton cours en bourse qui a perdu 30% de sa valeur. Restons dans les coups de pression. Est-ce que celui-ci va fonctionner ? Eh bien, ce sont les coproductions de Matrix Résurrection qui s'attaquent à Warner Bros. Pourquoi ? Eh bien, parce que Warner Bros. A sorti Matrix Résurrection en salle et le même jour l'a sorti sur le service de SVOD HBO Max qui n'est pas encore disponible en France. Et on s'est retrouvé un peu dans la même situation que lors de la sortie du film Black Widow où l'actrice et productrice du film Scarlett Johansson avait attaqué Disney en procès puisque le film était sorti en simultané sur Disney+ aux États-Unis et en salle, l'intérêt de Disney+, mais baissant drastiquement les recettes du film sur lesquelles Scarlett Johansson eh bien, était évidemment intéressée. C'est un peu la même chose qui s'est passé ici puisque le studio qui a coproduit Matrix Résurrection accuse eh bien, Warner Bros de 2 points. Voilà. Village Roadshow eh bien, pense que déjà la sortie simultanée en salle et en service de SVOD a évidemment grévé les performances du film en salle et qu'il pense aussi que Warner Bros a repoussé la sortie du film qui devait arriver, je vous rappelle, eh bien, 1 an plus tôt pour peut-être arriver de manière plus simultanée au HBO Max et donc plutôt servir les intérêts de la SVOD que du cinéma. On verra si ce procès ira jusqu'au bout. Il peut servir de jurisprudence dans une époque où de plus en plus, eh bien, on vous le rappelait hier avec Bastien, la chronologie des médias est clairement bouleversée. On va terminer sur du gaming avec 2 points. Le point Wordle. Y a-t-il un jour sans Wordle en ce moment ? Non, mais on va aller très vite. Et le point Steam Deck de Valve qui nous intéresse énormément. On commence avec Wordle qui est le nouveau Doom, Wordle qui tourne un peu partout. Bon, je vous rappelle que c'est quand même un Motus. Eh bien, un développeur a réussi à le faire tourner sur Game Boy, ce qui est extrêmement mignon. Peut-être un peu moins mignon, c'est que désormais, Le Figaro le fait tourner sur Le Figaro. Le truc, c'est que Le Figaro n'a pas daigné rendre hommage au jeu original et a décidé juste que leur clone de Wordle s'appelle Le Maître Mot, voilà. Et évidemment, ils se sont un petit peu fait fumer sur les réseaux sociaux pour cette copie. Ce ne sont pas les premiers ni les derniers à copier Wordle, mais ils auraient peut-être au moins pu être un peu plus transparents là-dessus. On termine sur le Steam Deck, la machine de 2021 qui m'intéresse le plus, on a désormais la machine de 2022, avec enfin les premiers tests américains qui arrivent et notamment eh bien, les youtubeurs qui ont pu eh bien, utiliser cette machine. Gamers Nexus, notamment Linus Tech Tips, ont mis la main sur le Steam Deck et ont pu le tester avec différents jeux dans différentes configurations. Alors, il y avait quand même des petites contraintes là-dessus, je vous les rappelle, c'est que eh bien, Valve n'a laissé ses youtubeurs jouer qu'à certains jeux et ils n'ont pas pu notamment bidouiller l'OS et aller trop loin parce que je vous rappelle que c'est une version modifiée et customisée de Linux qui tourne sur cette machine. Les premiers retours sont extrêmement positifs avec notamment eh bien, une puissance très suffisante pour faire tourner beaucoup de jeux modernes dans des très bonnes conditions par rapport aux micro PC portables du marché, évidemment loin devant la Switch. La mauvaise nouvelle, c'est que l'autonomie est globalement assez basse puisque la plupart des youtubeurs ont tenté d'atteindre les 8 heures d'autonomie annoncées par Valve pour les jeux les plus légers dans les conditions les plus optimales. Ils ne les ont jamais atteints et on va plutôt jusqu'aux 6 heures maximum et on peut descendre jusqu'à 1h30 d'autonomie si on fait des jeux gourmands de type Contrôle. Voilà pour les premiers retours. On attend évidemment les tests en bonne et due forme. En attendant, 2 petits points, le Steam Deck est costaud. Voilà. Gary Colomb s'est amusé à faire un thread où il a comparé la taille du Steam Deck avec des consoles de jeux classiques. Vous voyez, même la Lynx qui était quand même pas petite, eh bien, elle est un peu rikiki à côté. Et le Steam Deck, encore une fois, n'est pas une console à mettre dans votre poche, mais plutôt dans votre sac et sur vos genoux quand vous jouez. Voilà, par rapport à Switch OLED notamment, et qui gagnera en confort, ce qu'il reprendra en portabilité. Dernier petit point, vous ne jouerez très certainement pas eh bien, à Fortnite sur Steam Deck. Pourquoi ? Eh bien, parce que Tim Sweeney a annoncé lui-même qu'il ne pouvait pas garantir l'anti-cheat sur Fortnite si on joue sur une machine dont les gens peuvent littéralement modifier et customiser le kernel. Vous savez que vu que c'est un petit PC, la communauté était déjà en train de préparer des bidouillages dans tous les sens pour optimiser le Steam Deck. Mais pour Tim Sweeney, eh bien, ce sera évidemment une cour des miracles pour Fortnite et pas assez safe pour lui et pour ses clients du coup.
désolé. Je pense pas que les gens qui achètent le Steam Deck aient envie de jouer à Fortnite. Mais pour les gens qui étaient vraiment dans ce petit diagramme de Venn, désolé pour vous. J'espère que vous consolerez et que vous me retrouverez demain pour un nouvel épisode de cette émission. À très vite. Ciao.